Partager leur temps. Bonjour, au nom du EMHC, merci de nous avoir invités à comparaître devant vous. Je suis fondateur de notre organisation et je suis également le coprésident de la stratégie SS de l'Alberta et du Centre de recherche communautaire. Je peux vous dire que je n'ai jamais voulu faire ce travail. À 4 ans, je voulais être paléontologue et à 12 ans, je voulais être Shania Twain. Je croyais que je pouvais faire tout ce que je voulais. À l'âge de 23 ans, j'ai reçu un diagnostic de VIH et là, toutes ces possibilités se sont évaporées. Je ne saurais jamais si j'aurais contracté le VIH s'il n'avait pas été gay, mais ce que je sais, c'est que en tant qu'homme gay, j'avais 131 fois plus de chances d'être infectée que les gens hétérosexuels. Les gens queer au Canada ont souvent moins de chances dans la vie. Notre organisme a été fondé en réponse aux disparités extrêmes en matière de santé pour les communautés queer et également parce que les institutions n'arrivaient pas à répondre à nos besoins en matière de bien-être. Notre organisme a été fondé par des défenseurs des droits des queers et nous buvions de la bière et tout ça. Et maintenant, nous sommes devenus une organisation robuste qui a un budget de 250 000 du personnel, etc. Et nous devons souvent, dans nos activités, contourner le système de santé au lieu d'être soutenus par celui-ci. Et également, je travaille avec plusieurs gens qui n'ont pas prévu de faire ce travail dans la vie, mais ils veulent répondre aux besoins de leur communauté. L'impact de leur service est apparent dans toutes les parties de la société canadienne, pas seulement pour les vies qu'ils sauvent, mais également pour les 70 000 personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui dans ce pays. Aujourd'hui, la communauté a l'occasion d'honorer cet héritage, de s'assurer que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de quelqu'un ne fait pas en sorte que cela augmente les risques en matière de santé ou qu'ils ont moins de chances que les autres. Cette étude n'est pas une activité comme les autres. Il faut réduire les injustices. Il faut reconnaître que c'est difficile de répondre aux différents défis de cet enjeu. Donc, nous avons des recommandations qui pourraient avoir des effets durables. Bon, la qualité de vie est réduite pour les personnes queer, mais il y a certains enjeux qui sont extrêmement urgents, particulièrement pour les transgenres. Ils connaissent des obstacles, notamment en ce qui concerne l'hormonothérapie. Avoir de meilleurs soins pourrait leur permettre de rester en vie. Nous demandons à tous les niveaux de gouvernement de s'assurer que tous les personnes trans partout au Canada ont un accès équitable à des soins sexo-spécifiques. Ensuite, on voit bien qu'il y a des disparités extrêmes en matière de santé. Les investissements actuels ne sont pas suffisants. Nous recommandons l'établissement de volets de financement qui s'adressent particulièrement aux personnes queer pour tenter de réduire les inégalités qui touchent ces communautés. Également, il y a un déficit dans les connaissances médicales concernant les personnes queer. Cela fait en sorte que plusieurs personnes ne divulguent pas leur statut de minorité sexuelle ou de genre, et cela a une incidence sur les soins qu'ils reçoivent ou qu'ils ne reçoivent pas. Il faut donc s'assurer que tous les fournisseurs de soins de santé soient formés correctement partout au pays. Ensuite, notre travail consiste à corriger les lacunes du système actuel. Le gouvernement s'est engagé à mettre de l'avant un programme d'assurance médicaments. Il faut que des experts dans la santé queer participent à la conception de ces programmes, y compris pour ce qui concerne l'accès aux médicaments pour le VIH et également l'accès à l'hormonothérapie.
Une fois encore, j'aimerais remercier le comité de nous avoir reçus. Je vais maintenant passer la parole à Jeff Chalifou, le coordonnateur de programme de réduction des méfaits à notre organisation et également le coprésident de Edmonton Two-Spirited Society. Bonjour, merci de me recevoir parmi vous au nom de la Edmonton Two-Spirit Society et de toutes les personnes bispirituelles sur l'île de la Tortue. Je vous remercie. Je suis l'un des fondateurs de notre organisation. Il s'agit d'une organisation qui offre un espace sûr pour les personnes bispirituelles dans la région de Edmonton. Également, nous sommes une organisation d'éducation pour la communauté en général. Je suis également un délégué du International Council of Two-Spirit Societies et un membre du Alberta College of Social Works. Je veux vous raconter l'histoire. Je veux vous parler de l'importance de l'identité de la culture et des événements qui affectent les personnes bispirituelles. Vous avez déjà entendu parler des disparités auxquelles font face la communauté LGBTIQ et les personnes bispirituelles, dont le sans-abrisme, la vulnérabilité, la stigmatisation, la discrimination, les ITSS et d'autres problèmes auxquels font face ces communautés. Je pourrais partager avec vous des statistiques et des études concernant les défis auxquels font face les personnes bispirituelles, mais cela ne vous donnera jamais un portrait d'ensemble. La tradition bispirituelle ont été éradiquées avec la colonisation, avec les pensionnats et les systèmes en place pour les peuples autochtones. On peut certainement honorer l'histoire et ce que nous avons appris pendant la commission Vérité et Conciliation. La bispiritualité jadis, c'était une culture qui était valorisée. La langue et l'histoire orale ont presque été oubliées. Dans certaines tribus, comme les Cris des Plaines et les Pieds Noirs, il y a 7 rôles de genre reconnus. Dans plusieurs tribus en Amérique du Nord, il était interdit de s'ingérer dans l'expression naturelle des individus. Cela dit, les Européens ont commencé à condamner les personnes bispirituelles et ont entrepris l'éradication de la culture. Et le système hétéronormatif, cisnormatif et binaire a été mis en place. Un exemple, les pensionnats où les enfants étaient séparés selon leur sexe. Ce qui est important à mentionner aujourd'hui, ce sont les effets pour les bispirituels. Moi, je suis bispirituelle, je suis père et je suis également travailleur social. J'ai vécu ces disparités dont vous avez entendu parler. J'ai fait plusieurs surdoses. J'ai tenté de me suicider. Je vis avec l'anxiété et certains handicaps et d'autres problèmes auxquels personne ne veut faire face. J'ai vécu 12 ans dans le système correctionnel canadien, dont 5 ans en isolement. J'ai vécu dans les rues d'Edmonton où alors j'étais en prison. La première aiguille qui est entrée dans mon bras était pleine de méthamphétamine à l'âge de 13 ans. Et j'aurais dû être à un âge où j'explorais ma sexualité alors que je la réprimais à cette époque-là. Je n'étais pas un enfant parce que j'étais perdue et confus et je n'avais pas la connaissance pour comprendre ce qui se passait. Je n'ai jamais connu ma culture et j'ai découvert ma bispiritualité à l'âge de 35 ans. Ça, c'est après 20 ans de toxicomanie. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que je suis sobre et j'ai entrepris des études supérieures en travail social. Je suis également un aidant bispirituel. Je suis également père d'un enfant de 5 ans qui ne connaîtra pas les mêmes obstacles que moi. J'élève cet enfant avec un mari et également avec ma femme. Mon histoire n'est pas unique. Je parle avec des jeunes autochtones de choses desquelles personne ne m'a jamais parlé. La sexualité, la santé sexuelle, la toxicomanie font partie de ces conversations. Un jeune m'a déjà raconté qu'à l'âge de 12 ans, il avait commencé à embrasser des enfants et il a été puni. Et quelqu'un d'autre m'a raconté qu'il a été mis à la porte de la réserve et donc il a déménagé à Edmonton. Il a commencé à prendre de la drogue et à
devoir avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Vous avez entendu de Brooke et moi, je suis le coordonnateur du programme de réduction des méfaits de notre